Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de reprendre dans le module numéro 2, technique en analyse du comportement, et suite à la définition du comportement cible que nous avons déjà vu, de voir comment, une fois qu'on l'a défini, ce comportement cible, on peut maintenant le mesurer. Donc, pour rappel, un comportement peut avoir trois caractéristiques. Ce qu'on appelle le locus temporel, donc le moment où il apparaît dans le temps, son étendue temporelle, donc sa durée, et sa répétabilité, c'est-à-dire le nombre de fois où il apparaît. Tout ce qu'on peut mesurer sur un comportement va dériver de ces trois caractéristiques, donc à la fois temporelle et spatiale. Donc, lorsqu'on veut mesurer un comportement sur une caractéristique temporelle, comme des comportements plutôt longs, comme des stéréotypies, comme le fait d'être engagé dans une tâche, comme tout ce qu'on peut mesurer en durée en fait, on peut mesurer plusieurs choses. On peut mesurer la durée du comportement, tout simplement. On peut mesurer la latence du comportement, c'est-à-dire le temps entre l'apparition du stimulus, par exemple une consigne, et l'apparition de la réponse, ce qui peut par exemple traduire une fluidité comportementale, hein. Plus on répond rapidement et plus on répond de manière fluide. Et puis enfin, le temps inter-réponse, c'est-à-dire en anglais l'IRT, Inter-Response Time, où ici on va mesurer le délai entre deux réponses du même comportement. Donc, selon le comportement qu'on veut étudier, on peut utiliser une de ces caractéristiques temporelles. Donc, on va commencer par la durée. La durée, on peut la mesurer hyper simplement avec un chronomètre, une montre, un timer, un sablier, à condition qu'on puisse effectivement être suffisamment entraîné et disponible pour mesurer, se consacrer à la mesure du comportement uniquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer en durée? Par exemple, le temps qu'un enfant reste assis, le temps d'endurance quand on court, le temps du repas, le temps d'engagement dans la tâche, etc. Tout ça, ce sont des comportements continus. Alors, bien sûr, on peut décomposer ces comportements en comportements discrets, c'est-à-dire avec un début et une fin. Par exemple, écrire un tel nombre de lettres ou courir tant de pas, ou ainsi de suite. Mais ce qu'on veut voir, c'est combien de temps la personne passe dans cette tâche. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, parfois, par manque de disponibilité et par manque de praticité, on peut pas forcément mesurer ce comportement de manière continue. Si effectivement on s'occupe d'un groupe d'enfants, on peut difficilement mesurer exactement pour chacun le temps passé sur chaque activité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est découper cette période d'observation en intervalles. Il existe plusieurs mesures de la durée par intervalle, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, la mesure de la durée par intervalle, le but c'est de faciliter l'observation. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire cette notion de durée en pourcentage d'intervalle. Et on espère évidemment que ce pourcentage d'intervalle colle au mieux à la durée réelle du comportement. Donc ici, on ne mesure pas le temps réel, mais on mesure un pourcentage d'intervalle, un pourcentage de temps. Donc la façon dont vous allez découper vos intervalles peut différer selon le comportement étudié, selon s'il est fréquent ou non. Voilà. Donc il n'y a pas de norme par rapport à ça. Si vous allez comment dire, observer sur une journée entière le temps ou le pourcentage de
d'intervalle sur lequel un enfant passe à stéréotyper verbalement, il est évident que sur cette heure d'observation, vous n'allez pas découper vos intervalles en 5 secondes. Vous allez peut-être les découper en intervalles de 5-10 minutes. À l'inverse, si vous voulez observer sur 10 minutes, là vous pouvez éventuellement choisir des intervalles plus courts, comme 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, voire 1 minute. Donc tout dépend, la façon dont vous allez découper cette durée en intervalles dépend de la mesure globale, de la durée globale d'observation et du comportement cible. Donc ici, j'ai donné un exemple. On peut mesurer sur une demi-journée d'école, par exemple, qui l'enfant est on task, donc dans la tâche 80% du temps. C'est-à-dire que, imaginons, si j'ai observé sur 3 heures, 80% des intervalles que j'ai observés, il était on task et 20% il ne l'était pas. À partir de là, je peux faire une inférence sur la durée globale on task. Donc il en existe 3 de ces types de mesures par intervalle, que je ne traduirai pas en français puisque ce sont les termes que vous retrouverez dans la littérature, à l'examen, et voilà. Donc on garde par convention ces abréviations. Donc le premier s'appelle le Whole Interval Recording, donc enregistrement par intervalle entier, donc vous pouvez retenir sous l'anagramme WIR. Le second est le Partial Interval Recording, ou enregistrement par intervalle partiel, PIR. Et enfin, le Momentary Time Sampling. Alors chacune de ces 3 méthodes d'enregistrement par intervalle a ses avantages et a ses inconvénients, a des fonctions plus ou moins précises selon le type de comportement que l'on veut mesurer. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc dans tous les cas, dans les 3 cas, hein, l'objectif est de pouvoir découper la période d'observation en intervalles égaux et de mesurer la présence ou l'absence du comportement pour chaque intervalle. Dans le WIR spécifiquement, on va enregistrer uniquement un intervalle où le comportement est présent s'il est présent pendant toute la durée de l'intervalle. Voilà ce que c'est. Ici, nous avons un temps d'observation qui est de 10 minutes, pour lequel j'ai découpé pour chaque intervalle en intervalle d'1 minute. Donc nous avons notre premier intervalle, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc nous avons 10 intervalles d'1 minute. Imaginons que je puisse, sur les 10 minutes, avec un chronomètre, enregistrer le temps réel passé, par exemple, à stéréotyper. Donc j'observe en temps réel que donc les périodes bleues, l'enfant a commencé à stéréotyper ici, là il s'est arrêté, il a fait une petite pause, il reprend ici, il fait une pause, il reprend ici, et là il s'arrête sur ma période de 10 minutes. Si je pouvais faire ça, ce qui est évidemment très difficile en réalité, sauf si je ne fais que ça, mais du coup je ne suis pas dans l'intervention et je suis que dans l'observation, on pourrait s'apercevoir qu'en gros il stéréotype environ 6 minutes 30. Ce qui nous reviendrait sur 10 minutes à 65% du temps environ. Lorsque j'applique un WIR pour mesurer ce comportement, est-ce qu'ici le comportement est présent pendant tout l'intervalle? Non. Donc je vais le coter négatif. Ici, dans l'intervalle 2, il est présent pendant tout l'intervalle, du début à la fin de l'intervalle, donc je le code positif. Ici, il est presque présent pendant tout l'intervalle, mais il y a eu une petite pause, donc je vais l'enregistrer négatif. Ici, tout l'intervalle plus. Ici, intervalle seulement partiellement, donc moins. Ici, rien du tout, donc moins. Ici, même s'il n'a pas stéréotypé au début de l'intervalle, on code négatif, même si une grande partie de l'intervalle est remplie, mais comme tout l'intervalle n'est pas rempli, on code négatif. Ici, tout l'intervalle, ici, tout l'intervalle, et ici, un négatif, puisque tout l'intervalle n'est pas rempli. Donc, vous voyez assez facilement que même si cela peut avoir un avantage en termes de praticité ou d'observation, un des inconvénients du WIR, c'est que cela va sous-estimer la durée réelle finalement du comportement, puisque si l'on prend l'exemple de l'intervalle 3 ou de l'intervalle 7, toute cette portion de temps où l'enfant a stéréotypé est complètement retirée de la donnée finale, puisque l'intervalle entier n'est pas rempli. Donc dans quel cas on peut utiliser un WIR? Eh bien dans le cas, par exemple, où l'on veut que le comportement se passe sans interruption. Comme par exemple voilà, une tâche académique qui doit être remplie en un certain nombre de temps, on veut éviter
justement ces pauses. Donc en sous-estimant l'apparition du comportement pendant ces intervalles, on va forcément sous-estimer la durée, mais on va donc voir plus en évidence les pauses dans l'émission du comportement. Dans le partial interval recording, il s'agit de découper, donc toujours la même chose, hein, de découper la période d'observation en intervalles égaux et de mesurer la présence ou l'absence du comportement pour chaque intervalle. Donc ça, c'est toujours le même principe. Mais dans le pire, on va coter l'intervalle de manière positive, l'intervalle où le comportement est apparu, même si le comportement apparaît partiellement. Donc je reprends exactement pour mon exemple les mêmes données qui sont ici. Donc vous voyez ici un intervalle où le comportement apparaît partiellement, on le cote plus. Ici il apparaît totalement, donc on code plus. Ici il apparaît partiellement, donc on code plus. Totalité plus, partiellement plus. Ici pas du tout, donc moins. Ici partiellement plus, plus, plus. Et ici partiellement plus. Donc vous allez vite vous rendre compte, finalement, de l'effet secondaire également hein, de ce type de mesure par intervalle, c'est que à l'inverse du WIR, ici on va surestimer la durée réelle du comportement. Donc effectivement, ici par exemple, dans cet intervalle ou dans l'intervalle 5, le comportement apparaît très partiellement pendant l'intervalle, mais on cote plus puisqu'il est apparu au moins partiellement. Donc, à l'inverse du WIR, il va surestimer en fait la durée réelle d'apparition du comportement, ce qui peut être utile parfois, même si ça paraît comme un inconvénient, dans le sens où le fait d'utiliser de surestimer va faire que si on arrive à faire diminuer le comportement cible alors qu'il est surestimé et qu'on passe par exemple de 90% à 60%, si ces 60% sont surestimés, c'est que c'est encore mieux pour nous si c'est un comportement problème, puisque ça veut dire qu'il est encore inférieur dans le temps. Donc, un exemple concret d'utilisation du partial interval recording, c'est son utilisation durant les analyses fonctionnelles expérimentales. Quand vous allez faire une analyse fonctionnelle expérimentale, une des deux méthodes à privilégier sera le partial interval recording. Puisqu'ici, si le comportement est surestimé, quand on va mettre le traitement en place et qu'on utilise la même méthode d'enregistrement, si on a une baisse dans le comportement et que cette baisse est surestimée, ça veut dire que le comportement problème est encore inférieur à ce qu'on a mesuré. C'est tout à fait ce qu'on veut. Dernière méthode d'enregistrement par intervalle, c'est le momentary time sampling. Alors, le momentary time sampling, il a une utilité tout à fait particulière, puisqu'ici, son objectif, c'est de pouvoir enregistrer le comportement de plusieurs individus à la fois. Donc, toujours le même principe, hein. On découpe la période d'observation en intervalles égaux, on enregistre la présence ou l'absence du comportement s'il est présent à la fin de l'intervalle. Donc, reprenons exactement toujours nos mêmes données. À la fin de l'intervalle 1, donc tout à la fin, je regarde, est-ce que le comportement est présent? Oui. À la fin de l'intervalle 2, oui, 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 non, non, oui, oui, oui et non. Alors, le fait de regarder uniquement à la fin de l'intervalle, forcément, ça peut avoir une incidence, soit en termes de sous-estimation ou de surestimation du comportement cible. Imaginons, comme dans le cas de l'intervalle 10, que le comportement soit apparu la majorité de l'intervalle, mais qu'il n'apparaisse pas sur les 10 dernières secondes de l'intervalle, par exemple. Donc au moment où on regarde, et on va coter moins, alors qu'il est apparu peut-être presque la totalité de l'intervalle. Dans ce cas-là, on va sous-estimer l'apparition réelle du comportement. À l'inverse, un intervalle comme l'intervalle 1, où le comportement n'apparaît pas pendant la
majorité de l'intervalle, mais qu'il apparaît seulement à la fin, on va coter l'intervalle comme compté, et auquel cas, du coup, ça va surestimer son apparition. Cette sous-estimation, cette surestimation, c'est forcément un inconvénient par rapport à la durée réelle, mais encore une fois, l'avantage de ce type de mesure par intervalle, c'est qu'on peut mesurer le comportement de plusieurs personnes à la fois. Imaginons qu'on gère un groupe de 4 ou 5 enfants, personnes dont on veut mesurer le comportement. Eh bien, en arrangeant la période d'observation pour que chaque intervalle se superpose, on va pouvoir regarder l'individu 1, puis l'individu 2, puis l'individu 3, l'individu 4, et revenir à la fin, au prochain intervalle, à la fin de l'individu 1, l'individu 2, et ainsi de suite. Donc ça permet d'observer plusieurs personnes en même temps, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Donc voilà pour faire un petit résumé en fait des avantages et des inconvénients de chaque méthode de mesure. Donc, tandis que le wall interval recording a tendance à sous-estimer la durée réelle, hein, comme on l'a dit, le peer, lui, à l'inverse, il a tendance à la surestimer. Et puis le le momentary time sampling est très utile pour observer le comportement de plusieurs individus. Lui aussi peut surestimer ou sous-estimer la durée réelle du comportement. Alors, la question maintenant, c'est, bon, donc on a ces trois méthodes-là, dans quel cas et quelle méthode choisir pour mesurer quel comportement? Si on a un comportement continu, c'est-à-dire par exemple le fait d'être assis ou des stéréotypies tellement fréquentes qu'on ne peut pas mesurer chaque occurrence, comme du flapping ou des stéréotypies vocales très répétées et très rapides, on va choisir de préférence un wall interval recording. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on va considérer que l'enfant ou la personne va stéréotyper tout cet intervalle ou voilà, émettre tel comportement pendant tout l'intervalle. A l'inverse, si on veut enregistrer un comportement avec des durées plus courtes, par exemple des comportements comment dire, voilà, qui sont courtes, comme des stéréotypies assez courtes, ou qui sont peu fréquentes finalement, on va choisir un passé à l'intervalle recording. Et si on veut observer plusieurs personnes, on va choisir un momentary time sampling. Donc, les seules précautions en fait à prendre lorsqu'on veut utiliser ce type de mesure, c'est qu'on doit, et c'est au jugé, hein, c'est en fonction du comportement de la personne, des capacités d'observation qu'on a, de choisir un intervalle qui soit suffisamment court pour coller en fait à la durée réelle du comportement. Mais c'est évident que si vous prenez des intervalles de 2 ou 3 secondes, c'est pas assez long pour être vraiment efficace. Si vous devez observer pendant 10 minutes et coter toutes les 3 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il soit suffisamment court pour coller au mieux, plus il est court et plus il va coller à la durée réelle, hein, parce que plus on fait des intervalles courts et plus on va représenter la durée réelle du comportement, mais si on les fait trop courts, on va pas pouvoir les mesurer correctement. Donc il faut qu'ils soient suffisamment longs pour que ce soit faisable. Donc voilà pour ces types d'enregistrement par intervalle pour la durée. Et puis, donc, je vous propose de passer à une autre mesure du comportement qui reste dans la dimension de la durée du comportement, mais qui est la latence. Donc ici, la latence, elle va servir à mesurer effectivement le temps qui s'écoule entre la consigne, par exemple, ou en tout cas le stimulus discriminatif, et l'émission de la réponse. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la latence peut refléter la fluidité d'un apprentissage. Effectivement, hein, plus on est rapide à répondre, et plus notre comportement est fluide, et donc plus notre apprentissage est solide. Donc ça, c'est un indice qu'on peut utiliser effectivement pour mesurer la fluidité de l'apprentissage. Ça, c'est très simple à mesurer avec effectivement des moyens comme un chronomètre ou une montre. Voilà. Le temps inter-réponse. Donc ici, ce qu'on va mesurer, c'est le temps qui sépare l'émission de deux réponses du même comportement. Un exemple très fréquent, c'est un enfant qui mange trop vite ou pas assez vite. Et ce qu'on peut mesurer, c'est le temps qui va s'écouler entre deux bouchées, par exemple.
Si on veut, imaginons, augmenter la fluidité, la fréquence d'apparition du comportement de manger, de piquer avec la fourchette et de mettre à la bouche, on va vouloir diminuer ce temps inter-réponse. À l'inverse des personnes qui mangent trop vite et pour qui ça peut occasionner des problèmes de digestion, intestinaux, etc., on va vouloir augmenter ce temps inter-réponse. Donc ça, c'est un exemple d'application de mesure du temps inter-réponse. Donc c'est aussi notamment ce qu'on va utiliser le temps inter-réponse quand on va vouloir mettre en place un DRO. Si vous voulez mettre en place un DRO, c'est-à-dire renforcer des intervalles de temps sans apparition d'un comportement problème, vous devez en ligne de base mesurer le temps inter-réponse, c'est-à-dire combien de temps s'écoule entre deux occurrences, par exemple de l'agression, deux occurrences des stéréotypies. Et vous allez vous servir de ce temps inter-réponse de base pour établir votre critère de renforcement pour votre DRO. Si je mesure qu'en moyenne, l'enfant il fait un comportement problème toutes les 10 minutes, donc un temps inter-réponse, un inter-response time de 10 minutes, je vais vouloir prendre un critère pour mon DRO pour qu'il soit en contact avec le renforcement inférieur à ces 10 minutes. Donc par exemple, on peut prendre 5 minutes ou même 8 minutes, et puis le réaugmenter au fur et à mesure. Et en tout cas, quand vous allez faire une ligne de base pour mettre en place un DRO, ce que vous allez mesurer, c'est un temps inter-réponse. Donc on peut faire un temps inter-réponse moyen, c'est-à-dire prendre, par exemple, mesurer sur la matinée. Le premier temps inter-réponse c'était 12 minutes, ensuite 8 minutes, ensuite 9 minutes, et on fait une moyenne. Et en moyenne, il y a 10 minutes qui s'écoulent entre deux réponses problématiques. Voilà. Donc voilà pour les mesures du comportement à base de temps, de durée. Et donc ce que nous allons voir maintenant, c'est les mesures dérivées de la répétabilité du nombre d'occurrences du comportement. Alors, on peut choisir de mesurer le comportement en termes de fréquence. Il s'agit tout simplement de mesurer le nombre d'émissions du comportement et le diviser par la durée d'observation. Donc cette mesure, effectivement, on va l'utiliser pour des comportements discrets, à l'inverse des comportements continus qu'on va mesurer avec la durée, c'est-à-dire qu'ils ont une fin, enfin un début et une fin vraiment marquée. Donc un exemple, il met 3 hétérogressions par heure. Alors, juste une petite parenthèse, vous pouvez trouver dans la littérature frequency ou rate pour taux, c'est exactement la même chose, hein. Il n'y a pas de différence significative entre fréquence et taux, si ce n'est qu'on va plus facilement utiliser fréquence comme terme, puisque taux, dans le langage courant, se réfère à d'autres mesures qui ne nous intéressent pas en comportement, c'est-à-dire par exemple des taux d'intérêt, voilà, des pourcentages, et du coup c'est assez confusant. Donc je vous conseille de vous en tenir au terme fréquence tel qu'il a été défini par Skinner et ses étudiants ensuite. Donc comment on mesure la fréquence? Tout simplement hein, avec un clicker, avec les papiers crayons, et pour la durée, hein, on peut utiliser un timer. Pour utiliser le temps inter-response time, on peut utiliser un motivator par exemple, qu'on peut régler pour qu'il vibre à une certaine, comment dire, selon certains intervalles. Donc pour faire ou à l'intervalle recording ou vos partiels intervalles recording ou momentary time sampling, le motivator est très, très utile. On peut utiliser les compteurs à perles en fait, hein, c'est-à-dire avoir ça et compter à chaque fois que le comportement il apparaît, déplacer une perle vers l'autre extrémité du compteur. Voilà ce qu'on peut utiliser. Alors ensuite, il existe d'autres mesures, on va dire, indirectes du comportement
qui sont tout à fait utilisables, mais que personnellement je n'utilise pas, notamment tout ce qui est pourcentage de réussite, c'est-à-dire le pourcentage d'essais corrects sur le nombre d'opportunités qu'on a donné au comportement. Donc ça, c'est un critère assez classique de mesure du comportement qu'on peut utiliser si on le souhaite. Ceci dit, le problème de ça, c'est que on va pas forcément avoir un reflet très précis du comportement, dans le sens où effectivement, si la personne réussit 100% de ses essais, mais qu'on n'a fait que 3 essais, est-ce que c'est vraiment comment dire, représentatif de sa performance actuelle ou non? Donc bon, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Une autre mesure dérivée qu'on utilise notamment dans la méthodologie du Precision Teaching, c'est l'accélération, c'est-à-dire le changement de fréquence au cours du temps. Donc la fréquence, c'est le nombre de comportements sur tant de temps. Ce qu'on va utiliser, ce qu'on va mesurer dans l'accélération, c'est l'accélération ou la décélération du comportement. C'est-à-dire que il est passé de 3 hétéroagressions à 5 par heure en 2 jours. Ça, c'est une mesure de l'accélération. À quelle vitesse la fréquence change. Ça, c'est la mesure de l'accélération. Actuellement, c'est assez peu utilisé, mais je vous encourage à aller voir ce qui se fait en Precision Teaching, et notamment avec les Standard Acceleration Charts. Voilà pour les mesures du comportement. On a vu quasiment la totalité de ce qu'on peut utiliser comme mesure du comportement. Et donc dans l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir inclure ces mesures dans la définition même du comportement. Quand on parle de définition comportementale, hein, je vous rappelle, le comportement doit être observable et mesurable. Comment s'assurer qu'il est mesurable? Ben, en ajoutant dans sa définition la dimension même de ce que vous allez mesurer. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais augmenter sa concentration, ou je vais augmenter ou je vais diminuer les comportements problèmes, on va rajouter je vais augmenter la durée de comportement on task, je vais augmenter le nombre d'intervalles où il est en train d'écrire, je vais diminuer la fréquence des stéréotypies, je vais diminuer le temps où il passe à stéréotypie, voilà. Et si on parle en termes de temps, de fréquence, de temps inter-réponse, par exemple, effectivement, je vais augmenter le temps entre 2 bouchées. Je vais augmenter, je vais diminuer le temps de latence entre ma consigne et l'émission du comportement. Si vous incluez dans la définition comportementale même la mesure du comportement, vous vous assurez qu'il est mesurable. Et c'est déjà un très bon point. Donc voilà pour les méthodes d'enregistrement du comportement. Prochaine petite vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment s'assurer qu'une fois qu'on a défini et mesuré ces comportements, comment s'assurer d'avoir une observation fidèle par rapport au comportement en termes de transmission quand on est plusieurs personnes dans une équipe. Donc ce que nous allons voir, c'est tout un peu ce qui peut se passer au niveau des obstacles à la fidélité, à la validité, et comment on peut mesurer, comment on peut rendre compte de cette fidélité. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo.